Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro foot sur ZTV, Face Foot, comme tous les lundis, aux alentours de 21h. On va pas chipoter, 21h05, 21h10. Si Samir Agoun veut bien lâcher l'antenne, c'est ce qu'il a fait d'ailleurs dans son émission Karaat. Et après la politique, le social, place au foot. Avec ce soir un Face Foot consacré à l'actualité, bien évidemment, à l'équipe nationale et à vous, à vos questions qui fusent chaque semaine sur la page Face Foot de l'émission. On a fait le tri, on n'a pas pu tout prendre, faute de temps. J'espère que vous le comprendrez, mais on va essayer de toucher un petit peu à tout. Mais n'hésitez pas à écrire, à donner votre avis et vos commentaires, c'est le principe même de cette page. On va commencer tout de suite, avant d'aller à l'actualité de la semaine et à la Newsweek, par le plateau, un plateau que vous connaissez. Tout d'abord, à ma droite, il n'est pas encore manager général, on va en parler la semaine prochaine. Il est pour l'instant le coach de l'émission, Nordine Saadi. Bonsoir Nordine. Bonsoir à tous. Merci d'être là. Il n'y avait pas trop de bouchons aujourd'hui? Si, comme toujours. Il y a beaucoup de bouchons en ce moment. On ne peut pas s'attendre quand il y en a et quand il n'y en a pas. Et vous faites comment pour régler le problème? Vous sortez à l'avance? À l'avance, oui. À côté de vous, il est toujours là à l'heure, au bon moment. Et pour l'instant, les résultats parlent pour lui. Je ne dirai pas plus. Hadj Adlan est avec nous. Salut Hadj. Salut Riyad, bonsoir à tout le monde. De l'autre côté, on fait pas du turnover, mais on change de tactique. Il y a Rafiq Habib à mes côtés. Salut Rafiq. Salut, bonsoir. Juste à côté de lui, celui qui fait l'essentiel du jeu, qui prend le monopole du ballon très souvent, mais qui fait des passes décisives. C'est Djabel Rachdi. Bonsoir Djabel. Le plus important, c'est des passes décisives. C'est des passes décisives, bonsoir, c'est qu'on comptabilise. Et il est de retour après quelques jours de repos. On sait très bien que le foot, ça stresse. Et, il est tout sourire avec nous. Mohamed Aberkan est là. Bonsoir Mohamed. Bonsoir Riyad, bonsoir. Merci messieurs d'être là pour encore 1h30 de foot. Oui, 1h30 de foot. Alors si vous avez un petit peu sommeil ou si votre patron est un peu compliqué et que vous devez vous lever tôt, eh bien, restez au moins jusqu'à la troisième partie, votre partie. Tout de suite, la première de Face Foot, la Newsweek. L'Algérie méritait de remporter la Coupe du Monde. Ce n'est pas un canular, mais les propos tenus par Vahid Halilovic, l'ancien sélectionneur des Verts. Parti à Trabzonspor au lendemain de l'élimination des Verts en 8e de finale de Coupe du Monde face à l'ogre allemand, le franco-bosniaque a surpris plus d'un avec sa sortie médiatique au courant de cette semaine sur France Football. Sollicité par tout un peuple et même par le président de la République en personne, Vahid avait déjà pris sa décision de divorcer avec l'Algérie pour poser ses bagages en Turquie. Son aventure au pays du Bosphore s'achèvera 3 mois après avoir débuté limogé d'un simple club. Vahid Halilovic aura suffisamment de temps pour nourrir des regrets. Arthur Georges est-il l'homme de la situation Mouloudia d'Alger? Ou est-il en train de plonger sa moustache dans un panier à crabes? Depuis le début de la saison, la descente en enfer a atteint sa vitesse de croisière au vieux club algérois. Sans activité depuis 2007 et son dernier challenge avec Créteil, Arthur Georges, 68 ans, risque d'avoir des problèmes d'adaptation avec les pelouses algériennes. Le match de mise à jour de demain permettra peut-être aux Portugais de se mettre à jour avec sa nouvelle équipe, espérant que l'entente d'Ossatif ne lui fera pas regretter son choix. Où va la JS Kabylie? Chronique d'une agonie annoncée. La mort d'Albert Ebossé, le président Hanachi mis au placard. Une valse d'entraîneurs et les supporters qui exigent la levée immédiate des sanctions. Le club le plus titré d'Algérie est en pleine crise. Après 11 journées de championnat, le club kabyle capitalise 14 points, 4 victoires, 2 matchs nuls et 5 défaites. Au rythme où vont les choses, la suite du championnat s'annonce cruciale. Après s'être fait laminer par le Nasser de l'USND au stade du 20 août 55 samedi soir, Jamel Amani, le président du RC Alba, est sorti de ses gonds accusant ses joueurs d'avoir levé le pied. Le problème, c'est pas le problème d'argent, c'est le problème c'est اللاعبين. هاد اللاعبين اللي اليوم يعني الكارثه اليوم تاع الماتش باسكو كاين بعض اللاعبين اللي رفدوا رجليهم في المقابله هذه. سي با بوركوا مي الاداره راح تكون صارمه في هذا الشيء هذا. La lourde défaite concédée lors de la 11e journée à Miamani, dans tous ses états, a-t-on vraiment levé le pied ou sommes-nous en train de nous dérober de nos responsabilités?
Alors, un plat de crabe à la moustache, du levage de pied à l'algérienne, la JSK qui se trempe dans des problèmes inextricables et surtout une Algérie qui aurait pu gagner la Coupe du Monde. Voilà la Newsweek. Et on va commencer par ces déclarations d'un Vaïd qui était avare de commentaires et d'interviews. Et dans sa sortie médiatique, Mohamed, eh ben on a l'impression, en tout cas on sent un arrière-goût de regret dans ses choix. Un coach et un sélectionneur qui est arrivé au sommet peut-être de sa gloire. Je pense que Vaïd, dans sa carrière, que ce soit à Lille, au PSG ou même ailleurs, j'allais dire Mostar parce que c'est Djemarati qui me l'a soufflé. Il n'a jamais fait de défilé sur un bus. Et là, 3 mois en Turquie et puis s'en va. Oui, justement, c'est ça, c'est ce qu'on pouvait Et dire. cette déclaration, je vous laisse la parole, de Vaïd qui dit l'Algérie méritait de gagner la Coupe du Monde. C'est pas un peu gros, ça? C'est très gros ce qu'a dit Vaïd Riyad sur son intervention sur France Football. Et d'ailleurs, une intervention qui intervient quelques jours après son limogeage de Trabzonspor. 3 mois en Turquie, il s'est fait virer pour manquement de résultats. C'est vrai qu'en lisant cet entretien sur France Football, on sent quelques remords, quelques regrets d'avoir quitté la sélection algérienne, surtout qu'il a été placé sur les épaules et sollicité par le président lui-même, le président de la FAF, qui a insisté sur le fait qu'il coach encore jusqu'à la fin de la CAN 2015. Il avait déjà pris sa décision, il voulait partir, il est parti et voilà. Analyse Djemal Je Rajdi. ne pense pas qu'il y ait de moins de regrets par rapport à l'Algérie. Ça, c'est clair. Il a décidé de partir, ça fait longtemps, il est parti. Non. Maintenant, il a décidé de partir il y a 3 mois, peut-être que maintenant il le regrette. Non. Maintenant, ne vous en faites pas, il a gagné suffisamment d'argent là où il est parti pour ne pas avoir de regrets. Même en cas de... On ne parle pas de neuropsychiatrie aujourd'hui, Djemal Rajdi. Non, on ne parle pas de neuropsychiatrie, on parle seulement de faits. Moi, ce qui m'a choqué, c'était lorsqu'il a dit que c'est la seule équipe qui méritait de remporter la Coupe du Monde. À croire qu'on allait jouer la Coupe du Monde seul. C'est pas normal, voyons. Il y a d'autres équipes qui étaient meilleures que nous et qui l'ont prouvé. L'Allemagne l'a prouvé, l'Argentine aurait pu le faire. On aurait pu peut-être rater le coche, peut-être avec un autre entraîneur, on serait allé un peu plus loin. Hadj Adlan qui sourit. C'est vrai qu'en principe, dans ce monde du football, on ne vit pas avec des regrets. Ils l'ont supplié presque de rester, continuer l'aventure avec l'équipe nationale, il n'a pas voulu. Maintenant, on a un coach qu'on voit... Il a une invitation présidentielle pour rester. En plus de ça. Maintenant, il y a un coach sur place qu'on voit plus d'animation, plus de buts qu'auparavant. Maintenant, il dit qu'on pouvait gagner la Coupe du Monde. La seule équipe qui méritait de gagner. Qui ne fout pas de nos gueules. On pouvait gagner la Coupe du Monde. Il veut dire quoi? Il veut prouver quoi aussi? Il a des regrets. Pourquoi il n'a pas fait des déclarations sur France Football quand il était sur place? Figurez-vous, Riyad, qu'après son départ, le Trabzonspor n'arrête pas de gagner aussi. Ah, tu savais aussi qu'il avait des problèmes de communication avec la presse algérienne. Non, la presse algérienne, il a toujours des problèmes avec toutes les presses du monde. Là où il va, il a des problèmes avec. Parce que c'est un mauvais communicateur et il accepte mal toutes les critiques ou les reproches qu'on pourrait lui faire. Moi, ce que je pourrais ajouter concernant ces déclarations, lorsqu'il dit que Brahimi est en train d'exploser après la Coupe du Monde. Mais, nom de Dieu, il ne faisait même pas jouer. Il a joué un seul match contre la Corée du Sud. En bas, il a repris le banc. C'est pas lui qui a fait découvrir. Bien sûr, naturellement. C'est des dividendes qu'il veut s'approprier. Je vais me retourner vers Nordine Saadi qui disait la semaine dernière, et je vous donne la parole, vous disiez notamment qu'un entraîneur comme Vaïd qui disait « et j'ai fait, et c'est moi qui ai réussi à faire, et je les ai fait travailler, ils ont réussi ». Comment vous expliquez une déclaration pareille? L'Algérie aurait pu gagner la Coupe du Monde. En gros, il veut dire « j'aurais pu gagner la Coupe du Monde » puisqu'il était sélectionné en Coupe du Monde. Comment vous analysez ce genre de déclaration un peu... Moi, ça m'agace qu'on en parle encore de M. Halilovic. Enfin, il fait parler de lui, nous on en parle parce en qu'il bien ou en mal. Parce qu'en Algérie, ces derniers temps, avec la faiblesse, je le dis tout haut, parce qu'avec ce que je viens de voir comme image, avec la réception qu'ils ont préparée pour M. Arthur Georges, franchement, on est descendu trop bas. Soit on en fait d'un entraîneur, notamment et toujours étranger, un véritable mythe, comme s'il a ramené je ne sais pas quoi, alors qu'on voit que l'équipe nationale, certainement il a fait quelque chose, mais l'équipe nationale lui a donné beaucoup aussi.
La preuve, elle fonctionne très bien. Les joueurs qui ne jouaient pas jouent. Elle a de l'allure, elle gagne, etc. Donc, je reviens toujours à mon raisonnement qui fait que ce n'est pas toujours le bon choix qui est fait dans le football, soit par les dirigeants, soit par les entraîneurs eux-mêmes. Maintenant, ça le regarde. Il avait une très très belle opportunité de continuer en Algérie, mais il a choisi, et je pense que la réponse a été donnée par Jamal Rachdi qui est avec nous, c'est qu'il a fait ses comptes. Il ne faut pas oublier qu'il vient d'être limogé, qu'il a touché un pactole qui peut le mettre à l'aise pour X saisons. Vous allez me dire, il n'y a pas que l'argent, il y a la passion du foot, mais peut-être qu'il en avait marre aussi, il voulait se reposer. Il n'est pas perdant. On est en train de parler de ses déclarations. Évidemment, il doit avoir des regrets du fait que l'équipe maintenant carbure, je peux dire, mieux qu'elle l'était avec lui. Voilà, on parle d'un train qui arrive à l'heure, à l'affaire. C'est-à-dire, bon, juste après qu'il ait lancé cette grosse déclaration, il a longuement parlé du match contre l'Allemagne. Il s'est expliqué comment il a préparé le match. Paraît-il, il va même écrire un livre sur cette histoire, comment il a pu battre l'entraîneur allemand tactiquement. Bon, il faut juste lui rappeler qu'à la fin, l'Allemagne avait gagné quand même le match. Battre l'entraîneur allemand, c'est quand même... C'est-à-dire pour lui... C'est culotté quand même. Pour lui, l'Algérie a gagné le match. Maintenant, bon, il faut dire les choses comme elles sont. La Coupe du Monde est terminée. Pour gagner la Coupe du Monde, ou peut-être même pour aller encore plus loin dans cette Coupe du Monde, il fallait justement éviter cette Allemagne en huitième de finale. C'était la plus grosse équipe de la Coupe du Monde, qu'on le veuille ou pas. Il fallait battre la Belgique pour terminer premier du groupe. Et franchement, il n'a rien fait pour battre la Belgique. On aurait aimé qu'il fasse toute cette tactique, tout son savoir, et qu'il écrive 2 ou 3 livres sur comment battre la Belgique avant d'arriver à battre l'Allemagne en finale. Moi, je voudrais ajouter un truc. Il a parlé d'un schéma tactique souterrain. Je voudrais bien savoir de quoi il veut parler. Waterpolo, peut-être? Je ne sais pas. Est-ce qu'on jouait dans des tunnels? Je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'il a parlé de schéma tactique souterrain. Vraiment, le grand point d'interrogation. On l'a. Et on a beaucoup travaillé, il a dit qu'on avait beaucoup travaillé alors qu'il passait le plus grand temps, le plus grand de son temps ailleurs. Regardez comparativement à Gourcuff qui est venu avant de signer son contrat, il a fait de la prospection en Algérie, il est allé voir, il est allé superviser le match du Mali en France, un match amical, il est parti au Bénin, il est parti au Mali, etc. Et avant de signer son contrat. Et maintenant, il vit ici. Cet entraîneur vit ici avec son épouse. Voilà la différence. Il ne dit pas chaque semaine, je regrette. Un travail colossal. Mieux encore, il a dit, j'assume la responsabilité de la dernière défaite. La différence qu'il y a entre les deux entraîneurs, si vous voulez qu'il y en ait une, elle est surtout sur le plan humain. Bien sûr. L'un nous a pris vraiment de haut. Il a voulu montrer à tout le monde que tout ce qui se faisait en Algérie en termes de football, c'était grâce à lui. C'est lui qui a apporté tel schéma, telle équipe. C'est lui qui a fait un travail colossal pour montrer qu'il y ait des résultats comme on veut, alors que M. Gourcuff est en train de travailler dans une humilité extraordinaire. Et c'est ça toute la différence. Alors, messieurs, on va dire la vérité parce qu'on leur doit la vérité à nos téléspectateurs et nos internautes, comme on l'appelait à l'époque de la Web TV, les télénautes, parce qu'ils nous regardent aussi par le biais d'Internet. Beaucoup ont été très choqués, je te le dis, Jamal, par notamment tes propos, même si dans l'analyse, beaucoup ont modéré un petit peu le travail de Vahid. Qu'on le veuille ou non, messieurs, c'est le résultat qui reste dans un CV. Vahid Halilovic est le sélectionneur de l'Algérie qui est passé au 8e de finale. Mais personne ne lui enlève mais ces propos, notamment, quand vous l'avez traité de psychopathe, et ça, c'est pas dans sa qualité dans le travail, mais c'est son comportement humain. Son caractère. On se souvient du buzz qu'a fait la vidéo. Mais c'est pas ça. Non, on va rappeler les choses dans leur contexte, notamment la vidéo qui a fait le buzz entre vous, Jamal Rachdi et Vahid, c'était à la sortie de l'hôtel, je crois. Non, à la sortie d'une conférence de presse. Mais c'est pas un problème. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est pas un conflit entre Rachdi et Halilovic. Je n'ai pas cette prétention d'avoir un conflit avec lui, d'ailleurs. Le problème, c'est que j'ai posé un problème de communication et de considération pour la presse algérienne. Point barre. C'est tout.
C'était le seul anicroche, si vous voulez, parce que on l'a... Des interviews qu'il accordait à des médias étrangers. Des médias étrangers, même à des médias qui se vendent, qui ne se vendent même pas, qui sont gratuits. J'en ai parlé la dernière fois au journal Métro, qui est distribué à chaque bouche de métro en France. Il a accordé, et ça continue. Ça continue aujourd'hui avec certains joueurs qui ignorent complètement la presse algérienne et qui se pavanent devant la presse française, parce que ce n'est pas la presse étrangère, et qui se permettent même de jouer les guides touristiques à Sidi Moussa. Oui, mais c'est pas aussi nouveau quand on parle de Vahid Halilhodžić. Côté communication, on sait qu'il n'est pas trop, c'est pas trop son point fort. La preuve, même quand il était entraîneur au Paris Saint-Germain, il avait les mêmes problèmes avec les journalistes. C'est comme ça qu'il a gagné sa marionnette chez les Guignols. Voilà, exactement. Et les premiers jours après son arrivée en Algérie, au lieu de parler, si vous vous rappelez, au lieu de parler de la sélection algérienne, de la préparation, il s'attaquait aux gens du Paris Saint-Germain, dont Leonardo qui était manager sportif. à l'époque, qui était manager au Paris Saint-Germain. Et pour revenir à cet entretien de Vahid sur France Football, même s'il n'y a pas des regrets, mais on sent une certaine nostalgie, parce que à un certain moment, Vahid dit qu'on... Non, dans le sens qu'il ne revivra peut-être pas les mêmes choses. Écoute, il sait qu'il ne revivra pas. Chacun son tour, s'il vous plaît. Je finis d'abord mon idée. La nostalgie dans le sens où Vahid avait dit, face à l'Allemagne, on est passé à côté de quelque chose. Voilà, c'est tout. Par rapport à ça. Par rapport à ça. Oui, par rapport au match face à l'Allemagne. Vous me permettez, Riyad, on est en train de parler là et je suis en train de faire mon analyse perso. Partagez votre analyse. Est-ce que c'est pas par rapport à la bonne santé qui est actuellement en équipe nationale? En fait, il est jaloux de l'équipe qui a maintenant. Oui, bien sûr. Écoute, on est dans le monde du football, ça fait plus de 20 ans. Et quelque part, il n'a pas accepté. Il s'attendait qu'on allait revenir. Il espérait que Gourcuff se casse la gueule? Oui. Oui, parce qu'il a atteint quand même, il faut le dire, c'est grâce à lui que l'équipe nationale a passé au deuxième tour du mondial. Et lui, il ne s'est pas qualifié à la CAN. On a fait une CAN catastrophique. Maintenant, il s'attendait à ce que, il s'attendait pas que M. Gourcuff fasse un travail, il faut le dire, extraordinaire jusqu'à présent. On voit quand même qu'il y a un changement par rapport à l'évolution de la machine en équipe nationale. Il y a plus d'animation, il y a plus de buts, il y a plus de jeux. C'est votre avis, Nordine? Il est aigri? Moi, je reviens au fait que la presse a toujours voulu mettre, je reviens toujours à ça, la qualité ou les résultats obtenus uniquement sur une seule personne, sur la valeur et la qualité de l'entraîneur. Ce qui est complètement faux. C'est comme, je dirais, c'est comme un paysan. Tu trouves des paysans qui ont de la chance, qui tombent sur une bonne terre, qui tombent sur un endroit où il y a de la pluie quand il le faut, et il y a du soleil quand il le faut. Évidemment, sa semence, elle prendra plus vite, elle sera meilleure. Que d'autres, ils viennent, ils trouvent un terrain vraiment catastrophique, comme maintenant au Mouloudia. Si ça arrive à repartir, c'est que M. Arthur Georges, c'est un bon paysan. Sinon, M. Halilhodžić a ignoré, il veut faire ignorer ça à travers la presse. À savoir, si ça réussit, c'est lui, c'est grâce à sa stratégie. Non, nous avons maintenant une des meilleures fédérations au monde en termes de moyens. Nous avons un centre, l'un des meilleurs au monde aussi. Et il ne faut pas oublier que la sélection, il ne les a pas enfantés, ces joueurs-là. Et ces joueurs-là, on n'a pas été les chercher dans un souk. Et c'est pas lui qui est parti les chercher. En plus, ça a été un choix du président de la fédération, à savoir faire l'équipe à travers, comment dirais-je, en cherchant la composition par les immigrés, algériens nés ailleurs, en France ou ailleurs. Et donc ce choix, c'était un très bon choix aussi. Donc il avait tous les ingrédients pour que ça marche. Alors, on va parler, Nordine, d'un autre paysan, vous venez d'en parler. Je veux juste finir en disant qu'un entraîneur doit être quand même humble et doit partager sa réussite. Parce que impossible qu'il puisse faire ça tout seul. Il doit remercier le bon Dieu de lui donner un bon pays qui le veut, des supporters qui l'ont adopté, des joueurs qui sont à son écoute, un choix à travers le monde de tout Algérien qui peut
configurer, rester dans l'équipe nationale, on le ramène. Les moyens financiers, jamais en panne. Et après, se ramener le Burnous complètement à lui, c'est pas... Alors, on n'a pas beaucoup de temps, je suis obligé, rapidement. De psychopathe seulement. J'ai parlé de ça avant ces déclarations. Eh ben, ça se confirme. Lorsqu'il dit que l'Algérie pouvait remporter la seule équipe qui pourrait remporter la Coupe du Monde. On appelle ça une contre-expertise, Jamal Rajdi. On va passer à l'autre paysan, comme l'a appelé dans le sens noble du terme, bien évidemment. C'est celui d'Arthur Georges, qui est arrivé cet après-midi à l'aéroport à Walid Boumediene. Les moustaches dans le panier de crabe. Moi, je pense que les moustaches, elles ont déjà été mangées par le panier de crabe. On va le voir arriver. C'était Amin Baroual qui était à l'aéroport. On va voir les images d'Arthur Georges et on va écouter un petit peu l'intervention du Portugais devant la presse. Oui, tout s'est passé toujours bien. Toujours. Oui, oui. On va parler. Coach. Coach. D'accord. Pour les objectifs, peut-être vous n'allez pas jouer. C'est bon. Tout le monde pense la même chose. Vous comprenez? Moi aussi. Merci, coach. Okay. Comme on dit dans le jargon, Arjon, t'as les micros pour un entraîneur qui arrive et qui veut d'abord voir où est-ce qu'il met les pieds. Nous, on a dit panier de crabe, j'espère pas pour lui. D'abord, première info, avant de me retourner vers Nordin, on parlait de Dupont et Dupont, Jamal Rajdi. La première chose qui a changé, c'est le mythique Arthur Georges. C'est les moustaches. C'est les moustaches. Elles sont plus là. Donc, ils sont plus dans le panier à crabe. Il les a laissés quelque part. Toujours dit qu'il va se mettre effectivement avec la tâche qu'il va avoir au Mouloudia si jamais il s'entend avec les responsables. Parce que jusqu'à l'heure actuelle, rien n'a été fait. Hein. C'est pas encore fait. Ils doivent négocier. Ils doivent se déplacer à Sétif pour aller voir le match et décider par la suite s'il va rester ou pas. Alors, Nordin, on a entendu Mouloudia. Souvenez-vous de ce feuilleton qui a duré 15 jours. 15 jours depuis le départ de Boualem Charef. On a entendu des noms comme Eli Bop, des noms comme le Serbe Bastarevic, Bosniak, qui devait venir, qui a dit oui. Et d'après le président du Mouloudia à la radio qui a dit certaines personnes mal intentionnées l'auraient appelé pour le dissuader de venir ou lui ont fait peur. Même Arthur Georges. Même Arthur Georges, à un moment donné, il a hésité, il a dit non et finalement, il est arrivé à venir. C'est compliqué de ramener un entraîneur étranger au Mouloudia ou c'est compliqué de ramener un entraîneur tout court? En tout cas, c'est vraiment désolant de ce qui arrive en Algérie. J'ai vécu ça dans les pays du Golfe dans les années 90, où j'étais étonné du complexe de supériorité ou d'infériorité qu'avaient ces gens-là vis-à-vis des étrangers. Voilà que nous sommes en plein dedans. Que les dirigeants regardent M. Arthur Georges, que je respecte, c'est un entraîneur connu, qui le regarde avec des yeux comme s'il allait transformer le Mouloudia en un coup de main au Real ou au Barça, il se trompe énormément. Je dis tout simplement que à travers toutes ces lacunes, choisir un profil est une science. On ne peut pas aller chercher un mécanicien
pour Mercedes chez, je ne sais pas, un fiscalisateur, j'allais dire. chez comment dirais-je, la catastrophe là de la marque chinoise. Qu'il ne faut pas citer. Ouf, je pensais que vous alliez dire symbole, heureusement. Bon, écoutez, est-ce que réellement c'est le profil qu'il faut maintenant? L'équipe est malade. Il lui faut déjà une autre méthode, un autre processus pour la relever. Ce n'est pas automatiquement le terrain. C'est d'abord la tête. Et la tête, elle doit se faire par un langage cru, connu de tous. C'est-à-dire quelqu'un, je veux dire un local. Donc le fait de passer déjà par la traduction, par ceci, je dis en un mot, on perd du temps. Il y a énormément de dirigeants qui se trompent en pensant qu'il y a des entraîneurs qui possèdent une recette magique, notamment en peu de temps, sur le terrain. C'est complètement faux. Mais quand vous entendez, par exemple, le président du Moudia qui dit on a contacté des entraîneurs et il y a des gens qui veulent nous saboter et qui les appellent pour les licencier. Est-ce que vous trouvez normal, par exemple, qu'on rende public une négociation? Est-ce qu'une négociation, en termes journalistiques, est une information? Mais je vous dis une chose, ça ne va pas plaire à mes collègues de la presse, préparez-vous, mais le football en Algérie, depuis que les journaux sportifs sont devenus la Bible des dirigeants, c'est la catastrophe. Le matin, ils ne prennent rien, ils ne prennent pas le soin de savoir qu'est-ce qu'il y a eu, qu'est-ce qu'il n'y a pas eu. S'il y a une rumeur, une information, même si elle est fausse, qui apparaît dans le journal, j'ai été plusieurs fois appelé à l'ordre pour des choses que je n'ai pas faites. Quand j'étais à l'USMA, par exemple. Donc, cette fois-ci, c'est ça. Est-ce que le président qui se respecte ou le dirigeant qui se respecte est obligé de tenir au courant un membre d'un journal parce qu'il va être sympathique avec ce journal, parce qu'il a peur de lui, et donc il lui donne tout. Pourquoi les choses ne se passent pas comme en Tunisie, comme un peu partout dans le monde? Ce n'est qu'une fois qu'il y a la signature qu'il y a un événement. Sinon, c'est des contacts. Pourquoi devrait-il être connu? Là, c'est la force d'une presse qui doit connaître, par exemple, qu'il y a eu une touche. Ah, là, c'est le rôle de la presse et ça arrive souvent. Mais le contenu, il ne doit pas exister. Et là, chez nous, c'est fait sciemment. C'est parce que tel dirigeant et tel dirigeant aime avoir ce journal de son côté parce qu'il veut avoir la paix avec lui. Votre avis, messieurs, un contact est-il une information importante? Oui, c'est une information comme toutes les autres. Je ne vois pas où est-ce qu'il est le problème. Dire que le Moudia est en contact avec X ou Y, c'est une information qui est intéressante. Le journaliste qui est l'affaire Habib, je demande aux journalistes de sortir de ce corps. Oui. Si vous étiez dirigeant et si vous vouliez qu'un recrutement marche et ne capote pas, est-ce que si vous deviez contacter Mourinho, par exemple, ou Arthur Georges, ou je ne sais qui, est-ce que vous n'avez pas intérêt à ce que ça reste absolument confidentiel? Ça dépend. Oui, si j'ai des informations comme quoi, en rendant public une information, ça va nuire à cette information, à la suite du contact, bien sûr que je ne vais pas le rendre public. C'est clair. Mais, normalement, un club qui contacte un entraîneur, ça n'a rien d'extraordinaire. Ce n'est pas un secret d'État. Mais il faut qu'il soit sûr de le ramener. Parce que maintenant, les supporters du Mouloudia, qu'est-ce qu'ils disent dans la rue? Ils disent nous sommes descendus si bas que maintenant tout le monde nous refuse. Pourquoi Bazdarevic a refusé? Pourquoi tel autre a refusé? Ah oui, c'est ça. Pourquoi Bazdarevic a refusé? Écoutez, voilà ce qui se passe. C'est-à-dire lorsqu'un club comme le Mouloudia essaie de contacter d'abord déjà un entraîneur, déjà c'est un gros souci, aussi bien pour les dirigeants, parce qu'il y a tellement de fuites dans ce club que beaucoup de journalistes ont leur source au sein même du club. Moi, je vous demande pas de la citer, mais vous devez avoir des sources. Oui, j'ai des sources. J'ai des sources. Comme vous, Mohamed, vous avez des sources non publiables aussi. Il y a des sources non publiables. Oui, vous avez besoin d'avoir des informations. Mais il se trouve qu'il y a tout autour de ce club une faune, j'ai bien dit une faune, d'agents, que je respecte d'ailleurs, et de journalistes qui ont leurs propres intérêts. Imaginez, pour Bazdarevic, n'importe qui aurait pu appeler Bazdarevic
pour privilégier son entraîneur. Un agent, par exemple, un agent d'entraîneur. Il aurait appelé Bazdalevich pour lui dire, écoutez, c'est l'équipe, trop de problèmes pour essayer de placer son entraîneur. C'est une hypothèse. Comme ça aurait pu être n'importe qui. Il y a des intérêts divergents au sein de cette équipe. Comme ça peut être l'environnement immédiat. L'environnement immédiat. Il y a des temps, il y a des clivages extraordinaires. Parce qu'il n'y a pas de tête dans nos clubs. Non, parce que s'il y avait une seule tête, un dirigeant fort, c'est lui qui fait et qui défait les choses dans le club. Donc lui, il fait, il contacte un entraîneur, ça marche ou ça marche pas, il donnera l'événement quand ça sera un événement. Sinon, ça s'est passé. Écoutez, moi j'ai été à Bizerte il y a 2 ans, personne ne savait que je devais aller à Bizerte. J'ai informé d'ailleurs Djemal en premier quand je devais partir le lendemain. Et le président là-bas, il fait la même chose. Il est en contact, en secret avec tel et tel, et quand il décide, il rend public. Chez nous, actuellement, il y a des cellules dans les clubs. Il y a des cellules qui s'occupent de ce qui est. Par exemple, cellule de communication. Par exemple, cellule de recrutement. Je suis désolé. Non, qui a une cellule je ne parle pas de notre championnat. Je parle du monde du football professionnel. Il y a même des cellules de recrutement. Vous parlez tout à l'heure de la fuite de l'information. Je peux être sûr maintenant que tous les clubs en Algérie ont des tops au niveau des clubs. Bien sûr. On le veuille ou pas. Il y a des réunions du conseil d'administration où on laisse le téléphone allumé. Pour terminer, s'il te plaît. Il y a des réunions qui se font dans des maisons. Il y a des fuites qui sortent. Mais tout à l'honneur de la presse. Non, quand ils savent ce qui se passe. Moi, c'est pas ce que je veux dire. Voilà. Je veux dire. Son problème, c'est son boulot. Voilà. Mais moi, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des présidents, jusqu'à présent, qui existent dans le football depuis une vingtaine d'années ou plus, et qui sont obligés tout le temps de donner des comptes à travers la presse. Ben oui, pour se protéger. C'est-à-dire, c'est une mauvaise chose. Quand il en a derrière un joueur, il le dit. Quand il en a derrière un entraîneur, il le dit. Quand il doit demander des comptes à un garde matériel, il le dit. Mais c'est pas possible. C'est pas du travail. C'est pas un truc nouveau. Les présidents qui à chaque fois sortent dans les journaux au quotidien, à chaque président une déclaration quotidienne. Et je trouve très sensé ce qu'a dit Nordin, ça a dit tout à l'heure. Moi, en voyant ces images de l'arrivée d'Arthur Georges, c'est mon avis. Hein. Les dirigeants du Mouloudia d'Alger, quand ils sentent la pression, la pression des résultats, ils présentent un Arthur Georges. Alors, est-ce que réellement Arthur Georges, c'est pour calmer la reine, a la baguette magique? Est-ce qu'ils vont lui garder le même respect qu'ils ont manifesté aujourd'hui avec 4 yeux? Est-ce qu'ils vont le garder? Est-ce que Arthur Georges... Moi, je pense que le choix du Mouloudia, vous savez qu'avant de penser à Arthur Georges, ils ont pensé à d'autres entraîneurs. Ils ont pensé à Nouzaré, ils ont pensé à Bazdalevich, ils ont pensé à Adzibizif, à Eli Bob, etc. Et même Antonetti, je crois. Antonetti, c'était hors de portée pour la bourse qu'ils vont délier. Il ne pourra jamais s'adapter aussi, Djamal. Il y a d'autres qui ont suggéré même Hidalgo, pas Zagallo. Bon, toujours est-il qu'ils ont essayé de choisir. Le dernier choix s'est porté sur un homme qui a de la poigne, qui est connu pour avoir un homme qui a de la poigne. Je ne sais pas, j'espère qu'il l'a pas perdu depuis. Qu'il l'a pas perdu depuis, parce que quand même c'est pas les gens. Attendez. Charef, il lui reprochait ça. Non, mais attendez, il y a un état d'esprit. On l'a sur place. On l'a sur place. Il préfère la poigne portugaise. Non, vous savez pas. Vous savez pas. Il est foutu, ça y est. Non, vous devriez savoir ce qui se passe au sein du club pour parler de poigne. Quand je parle de poigne, il y a des joueurs qui ne sont maîtrisables que par des gens qui sont capables de les maîtriser. Et il y a d'autres qui le sont moins. Donc, le profil de Arthur Georges répond peut-être, aux préoccupations des dirigeants actuels. Ramener un grand nom pour essayer d'arranger un petit peu les choses. La maîtrise des joueurs provient toujours de la faiblesse des dirigeants. Oui. L'exemple est clair dans M. Charef. Monsieur Charef, quand il avait affaire à une équipe, disons le Harrach, même le joueur, quand il devait jouer, s'entraîner, etc., il savait qu'après le bon Dieu, c'était le chef suprême, c'était Charef qui devait le juger. Et pas le président. Et ça marchait tout le temps. Au Mouloudia, quand on l'a ramené, qu'on lui a donné 4 blanches, ça a commencé à fonctionner comme ça.
Dès que M. Taleb a commencé à parler, notamment à la chaîne 3, qu'il pouvait juger Charef dans les matchs prochains face au derby, et là, tout a cassé. Vous avez supprimé l'autorité de l'entraîneur sur le groupe. Oui. C'est la mauvaise gestion. C'est les dirigeants qui ont ôté le chapeau du chef au chef. En parlant de dirigeants, messieurs, je suis obligé de passer parce qu'il reste peu de temps. On va parler à la JSK. Vous parlez de dirigeants qui parlaient, notamment après Rabou Haddad de l'USMA qui a été sanctionné. Voici donc la sanction de Hanachi qui tombe. C'est un des problèmes encore supplémentaires qui se rajoutent à cette équipe de la JSK. Sanction, on a vu les manifestations, vous avez vu les images la semaine dernière à Tizi Ouzou et les résultats exactement qui ne suivent pas. Est-ce que c'est, comme l'a dit Mohamed tout à l'heure dans la Newsweek, est-ce que c'est une chronique annoncée? Est-ce que, et c'est pas ce qu'on espère, hein, pas du tout vraiment, mais est-ce que dans une situation pareille, un club comme la JSK risque le purgatoire? Par exemple, un des gros risques, est-ce que ça peut arriver? Je pense pas. C'est trop dit, je pense, purgatoire. C'est un peu aller très vite. Moi, c'est ce que, moi je dis c'est une supposition, parce qu'ils ont du mal à sortir de ce... C'est une saison exceptionnelle, c'est-à-dire qu'on le veuille ou pas. La JSK ne va pas se redresser de sitôt. Exceptionnel dans les valeurs. Pardon? Exceptionnel dans les valeurs. Dans le malheur, oui. Voilà. C'est-à-dire, c'est pas toutes les saisons qu'on tue un joueur sur le terrain. C'est vrai. Voilà, il y a eu un drame extraordinaire qu'on a tous vécu dans notre chair au début de la saison. Ensuite, il y a eu les sanctions qui ont suivi. C'est un club qui est privé de ses supporters. De son stade, de sa ville, de son environnement, etc. Ensuite, il y a eu les déclarations de Hanachi, la sanction, la maladie de Hanachi, quand on sait que tout tourne autour de la personne de Hanachi à la JSK. Tout ça, bien sûr, il y a le limogeage de l'entraîneur, enfin l'entraîneur qui est parti ou qui a été limogé, les joueurs qui ne suivent pas, un peu de clanisme, un peu de joueurs qui lèvent le pied, il faut le dire aussi, qui ne sont pas satisfaits. On va parler du levage de pied, justement. Non, ils sont pas satisfaits. Il y en a même qui l'ont déclaré, qui veulent changer d'air, qui veulent partir au mercato prochain, etc. Avec tout ça, et l'arrivée d'un entraîneur tombé du ciel qui ne connaît pas la situation pour la première fois, il est en dehors. C'est Kabylie. Pardon? Il confond encore, c'est Kabylie. Oui, il est venu avec sa bonne volonté, mais bon, c'est pas suffisant. Tu es dans un terrain, dans un terrain inconnu. Il est venu pour s'occuper du terrain, il est venu s'occuper de ses adjoints. Surtout les premiers temps où il y avait l'absence de marché de Hanachi. Avec tout ça, qu'est-ce que vous voulez y avoir? On ne peut pas gagner dans ces conditions. Alors, ça va être très difficile pour la suite de la saison. Ça va être très difficile. À mon avis, c'est une saison qui est déjà, gâchée. Il faut juste sauver les meubles et déjà penser à l'année prochaine, à la saison prochaine. Il y a une chose, on a vu dernièrement, vous avez parlé de la manifestation pour lever la sanction, la suspension concernant le stade du 1er novembre. Je pense que si on voit cette population, ça veut dire que quelque part, il y a des regrets. Pourquoi ne pas leur donner une nouvelle chance, lever la sanction? Il faut savoir pardonner, au niveau du stade? Ben oui. Si réellement cette population est sortie, ça veut dire qu'il y a une mobilisation qui a été faite. Pourquoi ne pas donner une autre chance à cette équipe de rejouer dans leur terrain? C'est vrai. Voilà. Nordine, vous parlez. Ils attendent que. C'est une population blessée. La GSK, c'est plus qu'un club à Tizi Ouzou et en Kabylie. C'est un symbole. On se retrouve, on se reconnaît autour de ce club. Ils en ont, c'est-à-dire honte de ce qui s'est passé. Mais en même temps, ils trouvent que c'est trop, disons, payé. Trop dur. Je pense que c'est vrai, le stade, on peut encore, il faut commencer par un début. Je ne peux pas dire qu'il faut ouvrir les portes aux supporters si la fédération pense qu'il faut maintenir les sanctions. Mais ramener l'équipe à Tizi, je pense que ça doit être un commencement. On doit quand même laisser cette équipe s'entraîner, travailler chez elle. Maintenant, décider de laisser les supporters ou pas, c'est au bon gré de la fédération. Mais le retour au stade, je pense qu'il faut. D'ici la fin de l'année, la mesure sera levée. Je pense que la sanction sera levée. Et la GSK va rejouer sur toute la phase retour, selon des informations que j'ai.
Mais le problème, la grande question qui se pose, est-ce que durant la fermeture du stade, est-ce qu'il y a eu des travaux dans ce stade? Est-ce qu'on a placé des caméras, comme il était question? Et ça, il faut le jeter la balle au ministère de la Jeunesse et des Sports et au DGS. C'est bien que vous posiez la question maintenant. Parce que lorsqu'on ferme un stade, est-ce que à ce moment où l'équipe est pénalisée, elle ne joue pas chez elle et le stade est fermé, est-ce qu'on a apporté des aménagements à ce stade? Bonne question. Est-ce qu'on est en train aussi de construire un nouveau stade à Tizi Ouzou? Le stade il est en train d'être construit avec le retard qu'il y a. Mais est-ce que le stade actuel a subi? Regardez, la Newsweek c'est fini et je suis obligé rapidement, messieurs, mais vraiment très vite. Est-ce que la sanction de Hanachi, qu'on n'entend plus, c'était peut-être j'allais utiliser le mot people, mais c'est vraiment le people du championnat. Il était tout le temps là, il aimait parler à la presse. Je crois qu'on a coupé la poire en deux pour ne pas y aller trop fort. Mais là, on a coupé la poire en deux. Il a quand même parlé cette semaine, il demande des comptes à son entraîneur. Ça, il a le droit. Même moi, c'est joueur. Ça, c'est le droit. Mais si Hanachi n'est plus là pour tirer les marrons du feu, et si la GSK est dans ce marasme, qui peut sauver la GSK cette année? Mais la GSK Hanachi n'est pas éternel. Il y a eu des présidents qui l'ont précédé, qui avaient un charisme exceptionnel et qui sont partis ou qui sont morts, qui sont décédés. Mais lui, il peut quand même, pour des raisons de santé, par exemple, se retirer également et sortir par la grande porte. Pourquoi pas après un titre? Pourquoi pas après un titre? Ou avant? Je n'ai pas compris. Celui qui peut sauver Hanachi ne parle plus. C'est lui qui d'habitude est le pompier. Ramener la gestion de la GSK à un seul homme est une erreur. C'est faire une insulte à tous les gens compétents et les grandes compétences qu'il y a en Kabylie. Je suis désolé. Celui qui peut sauver la GSK cette saison, je pense que c'est déjà les joueurs et le staff. Il faudrait qu'ils fassent quand même des efforts supplémentaires pour redonner les joueurs sont démobilisés. La place au club qui Alors, mérite. rapidement, je ne sais pas si Mehdi Haddad peut nous recaler la déclaration de Jamal Amani. Peut-être qu'il va essayer de chercher s'il peut la trouver, mais cette sortie, elle a été spectaculaire. L'Erba'a qui s'écroule au stade du 20 août face à un excellent Ouznaji qui, comme quoi... Je vous l'ai dit, c'est avec les vieilles marmites qu'on fait les meilleurs plats. Oui, il a marqué un super but et un doublé, je crois. L'Erba'a. On va écouter Amani et on en parle. Le problème, c'est pas le problème d'argent, c'est le problème, c'est اللاعبين. هاد اللاعبين اللي اليوم يعني الكارثه اليوم تاع الماتش باسكو كاين بعض اللاعبين اللي رفدوا رجليهم في المقابله هذه. سي با بوركوا مي الاداره راح تكون صارمه في هذا الشيء هذا. La lourde défaite concédée. Alors, messieurs, bon, on traduit, c'est les joueurs qui n'ont pas joué le jeu ou n'ont pas voulu jouer ou ont voulu perdre. Allez, et ont donné le match. On peut faire plein d'interprétations. Même si les joueurs ont levé le pied, il y a une raison. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Mais il n'y a pas de raison. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Vous étiez footballeur, Hadj Adlan. On ne lève pas le pied. Tout à fait, je suis d'accord. Si je ne me trompe pas, sur votre plateau, hier, un joueur, Zemamouche, international, gardien de l'équipe nationale, a dit « Si je ne suis pas content de mes dirigeants, si je suis Margour, si je ne suis pas payé, si je ne joue pas, eh ben, je joue le jeu, je suis un pro, c'est mon métier. Exactement. Et à la fin, je prends mon cabas et je m'en vais. Mais on ne lève pas le pied parce que ce n'est pas déontologique. Pourquoi on lève le pied? Mais pourquoi vous voulez prendre les paroles d'Amani comme étant une vérité? Non, je dis que lui est sûr que ses joueurs l'ont trahi. Voilà l'exemple. Dans ce cas-là, puisqu'il connaît les joueurs qui l'ont trahi, il n'a qu'à prendre les mesures qu'il faut. Mais est-ce qu'il a des preuves sur ce qu'il est en train de dire? Parce qu'il dit, il commence par dire que les joueurs sont payés, etc. Je ne vois pas pourquoi c'est-à-dire, il s'étonne pourquoi il a le levé de pied. Mais non, il a des preuves sur ça. Il n'a qu'à agir, il les limoge. Il y a les lois de travail. C'est une faute professionnelle, comme tous les travails du monde. Nordine et puis Jamal. La dernière fois, on avait parlé d'émotions négatives qui n'étaient pas spécialement contenues par les dirigeants, notamment les dirigeants. On a parlé tout à l'heure du cas Charef, où il y a eu un revirement de considération à travers la chaîne 3, où M. Taleb qu'on salue, la chaîne 3. S'exprimer. Du coup, il se retrouvait sans confiance de ses dirigeants, alors que c'était une carte blanche qu'il avait tout en main. Et du coup, il avait ses Jounoud qui l'ont lâché.
C'est tout à fait normal. Moi, je dirais que c'est à partir de là, ça a commencé à ne plus marcher. Maintenant, Amani aussi, il le dit, c'est pas à lui. Tant qu'on continue à laisser les dirigeants parler du côté technique, bien sûr du côté administratif, ça les regarde, le football ne se redressera pas. Ce n'est pas à l'entrée au président de faire le bilan d'un match. Moi, je pense que... Moi, je pense qu'il a raison. Je pense que même si ces soupçons sont fondés, il n'avait pas à le dire. Il devrait agir dans la plus grande discrétion parce que maintenant, il va jeter tous ses joueurs en pâture. C'est vrai qu'il y a actuellement un grand problème au niveau de cette équipe. Il y a des clans, effectivement, entre joueurs ramenés par d'ex-entraîneurs. Chacun a ramené... C'est pas le même entraîneur qui a fait le recrutement. Donc il y a des différents entraîneurs. Il y a des gens qui ont été ramenés par Merazni, d'autres par Amani. Il est déjà au 4e entraîneur. Et le pauvre Mohamed Mihoubi qui débarque dans tout ça. Il est déjà au 4e entraîneur, Amani. Et c'est ça le problème. Maintenant, lorsqu'il cible certains joueurs, il devrait le faire dans la discrétion. Vous alliez être entraîneur de l'Alba il y a quelques semaines, je crois, si je ne me trompe pas. Enfin, vous avez refusé, mais vous auriez pu. Non, moi, je vais refuser pour d'autres considérations. J'ai estimé que je devais être le premier choix. Ça n'a pas été le cas. J'ai pas pour assumer l'équipe. En premier, au départ. Non, mais justement, pour revenir aux déclarations... Dernière minute. La défaite est humaine. OK, le RC Alba a perdu 3-0 face à une excellente équipe. En déplacement. Et en plus, c'est le premier match de Mohamed Mihoubi. On lui passe le bonjour. Et je trouve hilarant. C'est une déclaration du genre d'un président qui accuse directement. Et quelque part, il est en train de salir ses joueurs. Des déclarations pareilles, généralement, on les entend aux supporters. Les gens qui ne sont pas contents. Voilà. Un responsable, je rejoins Jamel, on pouvait... Quand on est président, on agit. Très bien, non, voilà. Et on pouvait... Enfin, ça vole très bas, messieurs, quand on dit... Quand un président dit « j'ai fait l'équipe », quand un président dit « les joueurs ont levé les pieds », ça vole très bas. Il est vrai que ce phénomène existe. Qu'on soit clair. Que ce phénomène de levage des pieds, comme ça existe. Ça existe, bien sûr que ça existe. Chez nous, c'est léger. Allez, messieurs, on va passer. Silence sur le plateau. Ça existe, mais c'est des choses qui vont être réglées en catimini, dans la discrétion la plus totale. Jamal Rachdi, c'est terminé. On passe à la deuxième partie. Messieurs, le face-à-face de cette semaine, signé Amin Tirman. Une équipe douée techniquement, un entraîneur qui fait l'unanimité, une fédération riche et stable. L'équipe nationale est plus que jamais considérée comme l'une des meilleures équipes d'Afrique. Mais est-ce réellement suffisant pour remporter la CAN? L'Algérie est dans l'œil du cyclone. Si certains pensent que le beau parcours des Verts au mondial et les 5 victoires consécutives en éliminatoire de la CAN les envoient en Guinée équatoriale dans la peau d'un grand favori, eh bien rien n'est plus si sûr. La défaite au Mali tombe à point nommé et a révélé quelques faiblesses. Les remplaçants ne sont pas à la hauteur des titulaires et puis affronter une grosse écurie a posé des problèmes à Christian Gourcuff. L'Algérie est versée dans le chapeau 2 pour le tirage au sort de la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Une preuve que sur papier, les partenaires de Brahimi n'ont pas encore atteint le niveau des grands. Une autre preuve que le classement FIFA ne sert pas à grand-chose dans ce genre d'événement, car même si l'Algérie est 15e mondialement et première nation africaine, elle ne figure pas pour autant dans le chapeau 1. La CAF prend en effet considération des 3 dernières performances des 3 dernières éditions de la CAN. En 2013, les Verts de coach Vaïd sont sortis dès le premier tour. En 2012, l'équipe nationale n'a même pas participé à l'édition qui s'est déroulée au Gabon et en Guinée équatoriale. Seule l'édition de 2010 en Angola nous a quelque peu sauvés, puisque Saden avait hissé l'équipe jusqu'en demi-finale. C'est dire que l'équipe nationale ne fait pas vraiment peur aux grandes d'Afrique, notamment la Côte d'Ivoire et le Ghana qui présentent un CV plus étoffé. L'euphorie dans laquelle nous baignons sera-t-elle dangereuse? L'Algérie sera-t-elle la meilleure équipe africaine le 8 février prochain? Seuls les partenaires de Fourouli sauront répondre. Alors, j'espère qu'il n'y a pas que les partenaires de Fourouli qui vont répondre à cette question, parce qu'il y a des spécialistes. En tout cas, ils ont reçu leur carte de spécialiste juste à l'entrée, ici au plateau. La question de Amin Tirman, elle est très simple.
L'Algérie est première nation africaine, classement FIFA, et 15e, si je ne me trompe pas, c'est le meilleur classement il y a quelques semaines, classement mondial, 15e équipe au monde. Mais la vraie question, le vrai niveau, ce sera le 8 février, prochain jour de la finale. Ce sera très certainement un dimanche, la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. 8 février 2014, l'Algérie sera-t-elle la meilleure équipe d'Afrique? En gros, la question, c'est est-ce qu'on va gagner cette Coupe d'Afrique des Nations avant le tirage au sort, avant justement de savoir quel tirage on aura, dans quelle poule on sera. Messieurs, est-ce que le titre africain dépendra du tirage au sort? Ah bon? Très important. C'est important. D'autant plus que... On passe à la rédaction. C'est quand vous voulez. Hein. C'est la façon. Commence ou... Non, mais c'est pas moi qui vous coupe, ce sera certainement Nordin Saadé qui va vous couper. Ça commence déjà par un tirage au sort, d'autant plus que la CAF n'a pas encore déterminé exactement, pas seulement le chapeau, la méthode. Parce que, en principe, il y a 4 chapeaux, donc l'Algérie sera dans le deuxième chapeau selon les classements des 3 dernières Coupes d'Afrique. Mais ce n'est pas évident que ce soit cette méthode qui sera adoptée, parce qu'on parle aussi d'une autre méthode. On va élire les 4 têtes de série. Et tout le reste, ça sera une unique poule, si vous voulez. Et donc, ils vont décider le 1er décembre, c'est-à-dire 2 jours avant le tirage au sort, qui se déroulera, on rappelle, le 3 décembre. Donc, déjà, si on est dans le bon tableau, comme on dit, c'est déjà... Dans le bon couloir. Le bon couloir, c'est déjà un pas en avant pour gagner ce titre. Bon, j'ai entendu aussi le journaliste qui dit... notre ami Amin Thierman, qu'on salue, disons qu'on baigne dans l'euphorie. Moi, je ne baigne dans aucune euphorie. Moi, ce n'est pas la 15e place qui va me donner plus de confiance en cette équipe. C'est ce que je vois sur le terrain. C'est mon expérience des Coupes d'Afrique. Une Coupe d'Afrique des Nations, c'est très difficile. On peut déterminer dès maintenant qui va gagner peut-être l'Euro 2016. Jamais une Coupe d'Afrique. C'est très difficile. D'autant plus que ça fait longtemps qu'il n'y a pas un ténor comme ça depuis un petit peu le retrait des Égyptiens qui ont gagné 3 fois de suite. Qui ne seront pas là. Encore une fois. Nigériens ne seront pas là. Nigériens, bon, je dis depuis le retrait des Égyptiens, il n'y a pas un grand d'Afrique qui... Même le Nigeria, quand ils ont gagné la dernière fois, c'était une surprise. Ouais. C'était presque une surprise. La Zambie avait gagné une année avant. Méga surprise. Méga surprise, etc. Aujourd'hui, il n'y a pas une équipe... Burkina au final, etc. Il n'y a pas une équipe qui sort du lot. Donc les observateurs, je dirais qu'actuellement, ils ont peut-être choisi l'Algérie, disons que c'est le favori numéro 1. En fait, si je comprends, ça fait un peu vendeur. L'Algérie est un peu sexy, elle est 8e de finaliste de Coupe du Monde, bien sûr, elle fait le buzz, on a envie que ce soit le favori. C'est-à-dire, tout plaide pour l'Algérie. Il y a effectivement la Coupe du Monde, il y a les éliminatoires de la CAN, on termine... il y a la qualité d'équipe, les joueurs, etc. Jamais peut-être nous n'avons autant de talents réunis dans la même... jamais, je sais que nos amis de 82 ne vont pas apprécier. Mais bon. Et de 90, ils sont là. Ouais, il a le bras long, attention. Hein. Non, mais c'est vrai que depuis cette époque-là, on n'a jamais eu une équipe aussi complète. C'est-à-dire avec aussi compétitif. Moi, je ne suis pas d'accord. Complète, hormis la défense. Enfin, je suis pas aussi complète. Je n'ai pas dit qu'elle est parfaite. D'ailleurs, on l'a vu dernièrement. Aussi compétitif. Non, on parlera de ce match face au Mali. Mais la Coupe d'Afrique, il y a beaucoup d'atouts qui il y a le tirage, il y a beaucoup de facteurs. Il y a les stades, il y a les terrains, il y a le climat. Je ne sais pas, il y a l'humeur des gens. Il y a beaucoup de choses. Il y a des clashs qui peuvent arriver dans le groupe pendant le regroupement. Il y a la fin du moment aussi, Riyad. Il y a la fin du moment. Est-ce que notre groupe va être maintenu dans cette dynamique et cette forme? Est-ce qu'on est vraiment favori, à votre avis? Sincèrement, qu'est-ce que vous pensez? Moi, je dis que c'est prétentieux de parler de finale. Une équipe qui a maintenant la possibilité de gagner la Coupe d'Afrique doit se situer dans le dernier carré. Ce qui n'était pas notre calcul tout le temps auparavant. La preuve, l'année dernière, on n'était pas passé. Donc, cette fois-ci, nous avons une équipe qui a, comme on l'a dit souvent, mûri, maintenant stabilisé dans tout. Dans
dans le technique, dans les moyens administratifs et financiers. Et cette équipe, maintenant, elle a la possibilité d'aller pour jouer le dernier carré. Parce qu'il ne faut pas se dire aussi que les autres ont raccroché. C'est vrai que l'Égypte n'est pas là. C'est vrai que les équipes africaines ont connu une baisse de régime. Mais il y a la Tunisie, les gens connaissent. La Tunisie, c'est une très belle équipe. Il y a le Sénégal qui est une très belle équipe. Donc, déjà arrivé au dernier carré, je pense que ce serait D'ailleurs, en parlant de Sénégal, chose. je te coupe et je te laisse la parole. Notre ami et confrère Patrick Julliard de Football Africain 365 avait dit, est-ce que, et c'est la première fois que je lis ça, hein, est-ce que le Sénégal peut gagner la Coupe d'Afrique des Nations? C'est-à-dire, on pense à une autre sélection que l'Algérie. Ils ont une très bonne équipe. Ils ont fait des misères en Égypte. Des fois, c'est vrai ce qu'a dit Riyad maintenant, parce que des fois, on a tendance à s'oublier. On parle d'Algérie, ok. Je pourrais vous dire qu'on pourrait remporter la Coupe d'Afrique, mais sur papier, mais sur le terrain, ça sera autre chose. Non, avec les conditions de jeu en Afrique, on a une équipe conquérante, ok, pour aller titiller les grands d'Afrique. Mais en même temps, il y a le Sénégal, il y a la Tunisie qui revient, qui est une très très bonne équipe. D'ailleurs, elle n'a perdu aucun match. Ils sont 4 à ne pas avoir perdu pendant toute la phase de poule. Il y a la Tunisie, il y a le Sénégal, il y a le Cameroun et il y a aussi l'Afrique du Sud. Messieurs, le football a ça de somptueux. C'est pour ça que je l'aime et que vous l'aimez tous. Il n'y a aucune logique dans ce jeu. On se rappelle, et vous vous rappelez tous de cette fin de match très moche, horrible, entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire, où il y a eu un simulacre de fin de match. Ça nous rappelle les années 82 et un certain... Il y a une enquête qui a été ouverte. Hein. Tout à fait. Et quand je vois une équipe, et j'écoutais notamment un spécialiste ivoirien qui parle... Le sélectionneur, il est sorti, Renard. Renard est sorti avant la fin. Avant la fin, oui, tout à fait. Quand je vois une équipe de Côte d'Ivoire comme celle-là, qui arrache son billet d'une façon des plus abjectes, des plus moches. Ce n'est plus l'équipe de Côte d'Ivoire. Mais il faut le dire. Mais attention, ils peuvent rebondir. Oui, ils peuvent rebondir. Voilà, attention, moi je suis d'accord avec Hadj. Regardez, l'ère Drogba, qui pour moi est un des plus grands joueurs africains de tous les temps, avec Mia, avec d'autres joueurs. Tout à fait. Eh bien, Drogba n'a jamais rien gagné. Peut-être que c'est l'année de la Côte d'Ivoire. Peut-être que cette nouvelle génération va avoir envie d'aller jusqu'au bout. L'Afrique a raison en disant que la Coupe d'Afrique ne révèle jamais son secret. Jusqu'au bout. La Zambie de Renard, souvenez-vous. L'erreur de la Côte d'Ivoire, c'est de vouloir ramener Drogba. Parce que Drogba, on veut le ramener de la retraite. On veut le ramener. Et il y a de gros problèmes. Moi, on a bien discuté même avec le frère de Yaya Touré. En Afrique du Sud, lorsqu'on était là-bas, il y a de gros problèmes de clans, même sur le plan... Comme au Cameroun, d'ailleurs. Oui, même sur le plan religieux. Au sein de cette équipe, il y a même des problèmes religieux entre musulmans et chrétiens. Ce que fait Yaya Touré, comme don, etc., est mal perçu au sein de cette équipe. Donc, ce genre de problème risque de surgir dans n'importe quelle équipe africaine, et particulièrement la Côte d'Ivoire, le Cameroun et le Sénégal. Ils ont toujours vécu avec de gros problèmes. Non, des problèmes de primes, etc. Ça n'a jamais été le cas du Ghana. C'est la fédération qui gère. C'est leur façon aussi, Jamal. C'est leur façon de... Non, ça date pas d'aujourd'hui. À chaque fois, ils se font harakiri à cause des problèmes internes dus aux problèmes de primes et aux problèmes de friction entre de grands joueurs. Et puis il y a une équipe... Donc c'est pour ça que je termine, c'est pour ça que l'Algérie, de par l'ambiance qu'il y a actuellement, risque, j'ai bien dit risque, d'être parmi les quatre. Mais elle risque aussi de quitter la table prématurément, parce que si on s'en tient au dispatching qu'il va y avoir pour l'établissement des groupes, on risque de tomber contre le Ghana et le Cameroun dans le même groupe, ce qui n'est pas une chose facile. Si vous étiez coach, qu'est-ce qui vous ferait peur dans une Coupe d'Afrique? C'est le groupe? C'est les adversaires pour sortir du premier tour? Qu'est-ce que vous vous mettez dans la tête quand vous entamez une compétition? Je vais au dernier carré, on verra après. C'est comme ça que vous réfléchissez? Si j'étais à la tête de cette équipe, exactement. C'est le dernier carré parce qu'elle a les possibilités d'y aller. Elle a le potentiel pour y aller. Maintenant, moi, je suis tout à fait opposé au fait que le véritable objectif, c'est uniquement gagner la Coupe d'Afrique. Nous avons... par la constitution de cette nouvelle équipe, gagner d'autres objectifs.
c'est l'une des premières fois où nous allons avoir une équipe nationale qui joue X Coupe d'Afrique, c'est-à-dire plusieurs, et peut-être X mondiaux. On dit mondiaux. Ce qui n'est pas arrivé, oui. Ça n'a pas été, ce n'est pas arrivé depuis longtemps. À chaque fois, nous avions un problème que l'effectif qui constituait l'équipe nationale d'Algérie devait changer de par l'atteinte de l'âge. À chaque fois, on avait 4, 8, jusqu'à 12 joueurs qui changeaient. Et parfois, c'est toute une équipe. Maintenant, donc, ils sont tous jeunes. Cette fois-ci, je pense que c'était un objectif que les gens ignorent. L'Algérie a gagné une équipe sur laquelle elle peut compter sur la durée. Donc elle peut faire des résultats. De toute façon, l'objectif, c'est de remporter la Coupe du Monde, puisqu'on l'a raté de si peu la dernière fois. Exactement. Mais dans ce cas-là, il faut ramener Vaïd. Donc on va passer au mondial. Et pour rendre à César ce qui appartient à César, il faut ramener Vaïd. C'est vrai qu'on part dans la peau d'un favori. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, avec l'affaire, il faut attendre le tirage au sol d'abord. Et puis, comment que le groupe sera entre le mois de janvier et début février. La forme du moment, c'est très important. La gestion du groupe aussi. Non, la forme, ils ne vont pas la perdre. Les gens... Il y a aussi un détail. Pardon, il y a aussi un détail que nous avons en plus que les autres équipes nationales. Tous les problèmes dont a parlé Djamel, c'est vrai, il y a toujours des tiraillements dans les équipes, problèmes de primes, etc. Ça n'existe pas. Deuxièmement, il y a aussi une adhésion totale des joueurs professionnels qui sont à l'étranger pour venir jouer en Coupe d'Afrique. Ce n'est pas le cas des autres joueurs africains. Ils sont en forme chez eux, dans les clubs. Parfois, si ce n'était pas la peur ou la honte, ils n'aimeraient même pas participer. Alors que nous, les joueurs de maintenant, qui sont dans l'équipe nationale, cherchent à venir, veulent participer. La CAN est devenue populaire au niveau mondial? Oui, elle est populaire, c'est un grand rendez-vous. Toutes les manières, non, je parle, il a raison, Nourdine. Avant, les pros, je me rappelle d'une époque, l'époque Benarbia, par exemple, où... non, même maintenant, on ne voulait pas jouer la CAN parce que c'était une perte de temps, risque de blessure. Benarbia ne voulait pas jouer en équipe nationale. Oui, il ne voulait pas jouer en équipe nationale, tout court, hein, soit Coupe d'Afrique ou pas. Et quand à la fin il est venu, c'est pour juste rajouter un truc dans son palmarès, mettre international pour pouvoir jouer au Qatar. Parce que sans ça, il ne peut pas jouer. C'est tout. Il ne faut pas comparer Benarbia avec les Ziané et tous les joueurs qui sont venus. Maintenant, il y a une adhésion. Je parlais d'époque. Il y a un changement aussi des règlements. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. En regardant la moustache de M. Arthur Georges, Arthur Georges, avec qui je me suis réuni, je pense en 85. J'ai eu l'honneur d'être choisi par M. Mentouri, Allah yarhamou, pour partir faire la tournée des professionnels. En ce temps-là, cela dépendait du club. Est-ce qu'il lâcher, libérer le joueur ou pas. Donc, on parlait de Madjer. Franchement, en tout cas, Arthur Georges, il emmerdait beaucoup Madjer en ce qui concerne la CAN. J'ai envie de témoigner. Vrai ou faux? J'ai envie de témoigner et de rendre vraiment à César ce qui appartient à César. C'était la volonté de Madjer. Je me souviens qu'en rentrant dans la salle de réunion, il fallait qu'on discute quels étaient les matchs dont l'Algérie avait besoin pour que Madjer vienne et quels étaient les matchs que Porto exigeait qu'il restait. Et là, ça allait à... Disons, ça dépendait de la discussion. En rentrant, Madjer m'a pris par la main. Il m'a appelé par le nom qu'il aime bien parce qu'il a un surnom pour moi. Et il m'a dit... Qui est? Il appelait comment? Il m'appelait Phil Collins. Il pense que je ressemble à Phil Collins. On a un roulé et un Phil Collins. Je veux venir. Ne les écoute pas, NNG. La décision, quel que soit X, NNG. Et ça n'a pas été le cas de tous les joueurs quand j'ai fait la ronde. Donc je voulais rendre cet hommage à Madjer parce qu'il tenait à venir malgré la réglementation. C'était le cas aussi de Dahleb. Salut bien. Et je tiens l'anecdote de Kazzal, Allah yarhamou. À l'époque, il était secrétaire général de la FAF. Il allait à Paris pour négocier la venue de Dahleb.
Dahleb, à chaque fois, lui dit tu n'as rien à négocier. Moi, je suis là, je suis partant et je joue en équipe nationale. Ils font ce qu'ils veulent. Maintenant les choses ont changé parce qu'il y a une réglementation qui oblige le club à libérer les joueurs durant toute la période. Voilà. Alors maintenant, rapidement. National, tu peux choisir ton équipe nationale. C'est ça, voilà. Et il y en a qui ont attendu la convocation vaine d'une équipe nationale autre que... Ou une convocation piège aussi. Oui, comme Kamel Meriem. Alors on arrive à la troisième partie qui est, bientôt on va l'appeler la partie Trombaji. c'est le face à vous. Il va venir. Allez, on l'invite. Il est le bienvenu, Mohamed Trombaji, pour peut-être la prochaine. On prépare une émission spéciale manager. On ne vous en dira pas plus. Regardez les spots de l'émission cette semaine et vous verrez quel sujet et surtout quel invité sera sur le plateau la semaine prochaine. On arrive à la troisième partie, le face à vous. Boualem, oui. Alors, non, c'est pas Boualem, c'est Jamel qui nous pose la première question et qui dit « Je propose que vous traitiez les sanctions de la Ligue de football professionnel en train de prendre à tort et à travers des sanctions à l'encontre de présidents de clubs. » Il parle, bien sûr, il n'y en a que deux qui ont été sanctionnés depuis le début de la saison, celui de l'USMA et celui de la JSK. Est-ce que vous trouvez que les sanctions de la Ligue sont des sanctions à l'emporte-pièce? Messieurs, faites vos jeux, mouillez-vous. Allez. On salue le président de la Ligue, Mahfoud Khalbaj. Je ne sais pas s'il est revenu d'Arabie Saoudite. En un mot, c'est les causes qui sont à l'emporte-pièce. C'est pas les... Exactement. Moi, je ne crois pas, puisque la Ligue de football professionnel se fie au règlement. Exactement, il y a un règlement. Bon, je pense qu'il parle du président de l'USMA et de la JSK. Il a dit à l'encontre des présidents, au pluriel. Enfin, il y en a que deux, donc c'est l'USMA et le... Je suis désolé, il y a des fois des décisions qui sont prises à l'emporte-pièce. Je prends pour exemple le cas de Gourmi, le joueur du Mouloudia. Je parle du joueur du Mouloudia qui a été suspendu après plus d'un mois, selon il aurait fait des déclarations antérieures à un mois. Et la Ligue nationale ou la commission des s'est s'auto-saisie de cette déclaration à travers une cassette vidéo récupérée dans une chaîne de télévision privée pour sanctionner le joueur. Pas nous. Non, je ne parle pas. Je l'aurais cité. Non, attendez. C'est une décision qui a été prise plus d'un mois après les faits. Donc, je ne sais sur quelle base, sur quel règlement. En tous les cas, si on se tient seulement aux propos des deux dirigeants qui ont été sanctionnés, c'est vraiment disproportionné comme sanction. Pour l'un par rapport à l'autre. Je ne rentre pas dans les détails. Je crois que les déclarations de Hannachi sont beaucoup plus graves sur le plan impact que celles qui ont été émises par M. Haddad, que je ne cautionne pas d'ailleurs. Je dis que les déclarations de M. Bouh, ont été... 6 mois et une année. Oui. Même si 6 mois avec sursis. Non, c'est pour ça que j'ai dit... Non, c'est pour ça que j'ai dit qu'on a coupé... C'est un truc de justice, il faut le respecter. La poire en deux. Je ne cautionne pas d'ailleurs ce que j'ai dit, et je le répète encore une fois, les propos qui ont été faits par M. El Bouh concernant le fameux match contre le NED et les déclarations qu'il a faites à l'encontre de M. Voilà. Il y a un super bungalow du côté de Tizi Ouzou si vous voulez passer vos vacances avec Mouchrif. Je vais passer avec grand plaisir. Voilà, on va passer à la deuxième question. Elle est signée de notre chroniqueur Facebook, Mohamed Goldberg Trombaji, qui dit « Qui a intérêt à dissuader Arthur Georges de coacher le Mouloudia ?» Je pense qu'on a répondu à cette question. Ouais, je pense qu'on a, en tout cas, on a eu quelques pistes. Il faut parler de faune. Voilà, une faune. Alors, ça peut être... Où il y a tout à l'intérieur. Où il y a tout. C'est compliqué. On fera un petit reportage sur la faune mouloudienne la semaine prochaine. C'est facile à se retrouver. On arrive à notre habitué, Julio Lazar, qui lui demande: l'Algérie est un pays de football et qui a des joueurs de classe mondiale. À l'époque, pourquoi nous ne voyons pas des Madjer, Merskan, Benchir, anciens internationaux, sur le banc de nos stades? Il parle de coaching, là. Comme... on le voit dans chaque pays de football. Pourquoi on ne donne pas la chance aux entraîneurs étrangers de niveau médiocre? Ah, ça, tu dois aimer ça. Niveau médiocre, et on ignore les nôtres. Alors, la question, je vais essayer de la décrypter d'abord, celle de Lazare. Pourquoi nos grands joueurs ne deviennent pas
de grands entraîneurs. Je peux penser par exemple à Gullit, à Didier Deschamps, à Laurent Blanc, par exemple, des joueurs qui ont fait de grandes carrières et qui deviennent de grands entraîneurs. Et j'en passe. Et il y a Pep, Guardiola, etc. Von Basten. C'est un autre. Je pense que ça peut faire un thème de discussion. Allez-y, un début de thème, on en parlera la prochaine fois. Mais je veux répondre à travers ça que la stabilité compte automatiquement dans le rendement et la qualité du jeu. Cette semaine, nous avons vu 2 bons matchs. En tout cas, moi, je les ai jugés comme 2 beaux matchs. C'est Mob JSK Derby Kabyle et Entente Al-Harraj. Et il paraît, j'ai pas vu, il paraît que Nehd aussi. Donc vous voyez bien que la stabilité. Vous parlez d'anciens joueurs. Amrani, c'était un ancien joueur et c'était un entraîneur local. Madoui, c'était un ancien joueur et c'était un ancien joueur et c'était un produit local aussi. Et c'est un champion d'Afrique. Donc, regardez Il y avait que... un bon match aussi à Bolloré, non? Bon, à huis clos. Huis clos, on n'avait pas le droit d'y aller. On n'en parle pas. Moi, je parle des locaux. Ils ont fait 2 très beaux matchs. C'est Madoui et Amrani. Non, vous avez cité rien, parce que vous avez cité les anciens joueurs, Gullit, Van Basten. J'ai cité des grands joueurs qui sont devenus pas de grands entraîneurs, mais de très bons entraîneurs. Mais chez nous, est-ce que c'est les anciens, je parle des anciens footballeurs, il faut choisir ceux qui ont le profil. Maintenant, vous avez cité Deschamps, par exemple. La génération 90. Deschamps, j'aurais pu parler de Johan génération Cruyff, par exemple, qui est pour moi un symbole. La génération 98, ils ont tout fait pour les former à être entraîneurs plus tard. Il n'y a pas que Deschamps, il y a Blanc, il y a Zidane qui vient. Il faut qu'il y ait la volonté. Mais voilà, c'est très aussi important. Il y a des anciens chez nous, il y a des anciens joueurs qui ont de la volonté. Allez, messieurs, je vais vous poser la question. Si mes connaissances sont bonnes, il y a beaucoup de joueurs internationaux qui ont passé leur stage pour la licence CAF A et B par le biais de la Confédération africaine de football, les stages d'entraîneurs. Pour finir. Ils sont diplômés, mais ils n'activent pas. Pourquoi? Non, la question que je pose moi aussi. La question, elle est double. Pourquoi, si je comprends bien, Lazare, pourquoi ils n'ont pas leur chance? Et surtout, moi, la question que j'ai envie de vous poser, est-ce qu'un très bon joueur ou un grand joueur peut devenir automatiquement un très bon entraîneur? C'est pas évident, ça. Cruyff a été l'un des meilleurs joueurs au monde, il n'a pas fait... Ah si, c'est quand même... Il a été un grand entraîneur. Le Barça d'aujourd'hui. C'est Maradona. Le Barça d'aujourd'hui. Maradona, c'est le meilleur exemple d'un des plus grands joueurs de tous les temps qui ne réussit jamais. Et d'un des plus gros entraîneurs. Eh oui, gros consommateur. Il faut répondre à la question que se pose le lecteur. Pourquoi il ne travaille pas? C'est parce qu'on ramène des étrangers. Voilà, justement. C'est tout. Mais écoute, ça me rappelle sur la moitié du championnat. Les étrangers viennent dans des équipes de division 2, au l'honneur, on ne ramène pas. Non, Samhni, il y a beaucoup d'entraîneurs. Samhni, il y a beaucoup d'entraîneurs qui veulent diriger uniquement la AF, la division 1. Et on a eu je suis désolé. De chance aussi. Qui ont ils ont été même sélectionneurs nationaux. Oui, il y a des entraîneurs, comme on dit Jamal. Les anciens joueurs ils sont en train de faire passer, ils sont en train de passer aussi la licence CAF. Moi, je vais vous donner l'exemple. Mais il y a plein de joueurs. Béchir a entraîné le Mouloudi en 1993. D'accord. Avec Rankouch. Okay. Et après le départ de Rankouch, il s'est même retrouvé à un certain moment seul. Imaginez, ça fait quand même 21 ans. Il a été entraîneur du Mouloudia. Il y a un exemple récent. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'ils avaient persisté, dans la voie d'être entraîneur, peut-être qu'il aurait réussi. C'est tout. Écoute, maintenant, c'est son choix. Il y a Hossein Yahi dernièrement qui a été l'adjoint d'un autre entraîneur étranger. On l'a laissé pour une seule rencontre, après on l'a viré. Mais on ne laisse pas aussi, aux entraîneurs. On ne laisse pas de chance. Hossein Yahi, il a quand même... J'ai donné un exemple. Il a le mérite d'exercer son métier. Il est entraîneur. Il est appelé par des petits clubs, il y va. Quand son club a besoin de lui, il est toujours là. Non, il a fait c'est une exception. Il a fait plusieurs clubs. Alors, on va passer à la prochaine question. C'est un des rares qui travaille dans les petits clubs. Il y a Hossein. Jamal Rachdi. Tout à l'heure, l'exemple que Cruyff a été grand joueur, il a été un grand entraîneur. Je voulais pas dire l'inverse. Dans des Saadi, s'il y a des joueurs qui lèvent le pied, je crois que Jamal Rachdi et Hadj Adlan devraient un petit peu lever le pied dans l'émission, lever la langue pour que je puisse continuer. Encore une fois, Trambadji qui dit 19 joueurs annoncés par Gourcuff pour la CAN. Il reste 4 incertitudes. Monsieur Gourcuff nous réserve-t-il des surprises dans sa liste ou pas? Et il rajoute un Fekir, vous y croyez ou pas?
Pour la Coupe d'Afrique. Il pose la question. Ouais, pour je pense qu'il y a Fekir, après je la répondrai, Riyad, que Fekir est catégorique. Il n'y aura pas de CAN pour lui. C'est officiel. Il préfère se concentrer sur son club. Et il essaiera de voir une éventuelle convocation après la CAN. En tous les cas, Deschamps a répondu hier sur le plateau d'une télévision locale. Il a dit « Moi, je n'ai pas besoin de ce Fekir. Qui est-il d'abord pour le ramener maintenant S'il veut faire ce qu'il veut... Pardon. Si, pratiquement. Pratiquement. S'il veut, Voilà, s'il veut faire ce qu'il veut, il le fera. Moi, ce que je n'ai pas apprécié, c'est les propos du papa de Fekir qui a dit que même si le sélectionneur national l'appelle pour la Coupe d'Afrique, il ne viendra pas. La réponse a été aussi nette et cinglante. Moi, ce qui ne me plaît pas. Ce qui est net et cinglant, l'entraîneur n'a pas besoin de lui aussi. Fekir a marqué on a 2 parlé buts. à son père, ils n'ont pas encore parlé à sa grand-mère. Tout le temps, il faut... mais bon sang, on a parlé tout à l'heure des exemples de grands joueurs comme Majer. Il y a l'adhésion de la personne. Il y a le vouloir d'appartenir. Non, mais il n'y a pas que ça. Ce que vient de dire Jamal, c'est quand même impardonnable. On ne fait pas un article pour dire je ne viens pas. Bien sûr. On ne dit rien, c'est tout. Écoutez-moi, Fekir est passé dans une télévision privée avec son père, avec ses amis, avec le drapeau algérien, avant qu'il n'explose à Lyon. Maintenant qu'il a explosé, libre à lui de temporiser, de venir ou de ne pas venir. Mais que son père ne fasse pas de déclaration, pardon, où il dit, il faut le prendre, après il dit non, non, on ne le prend pas. Eh bien, il reste où il est, c'est tout. Oui, mais les journalistes doivent cesser, les journalistes doivent cesser de parler de lui matin et soir. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Personne ne parle de lui matin et soir. Pas vous. Vous n'êtes pas la seule presse. Si, il y a un autre journal qui Maintenant, parle quand tout il le temps. marque un but, on dit Non, qu'il a aujourd'hui, marqué pas un but. plus tard qu'aujourd'hui, on a dit que M. Rawalawa lui a donné rendez-vous après la CAN pour négocier. Hadj, on avait assisté Mais son père a dit qu'il ne va pas venir, qu'on n'en parle plus. C'est le même scénario, Hadj, quelques années en arrière, avec l'affaire Lassène. Après tout ce qui a été dit sur Lassène, c'est différent. qui ne voulait pas venir. Lassène, c'est différent. C'est pratiquement la même chose. Lassène, c'est différent. Lassène a fait une pour avoir impasse. discuté avec lui, c'est quelqu'un qui a... passe en Coupe d'Afrique. Belfodil aussi a fait l'impasse en Coupe d'Afrique. Fekir est un binational et il peut. Il est binational et il peut choisir n'importe quelle nation. Mais il a encore le temps de choisir. Jouer Il joue pour la actuellement France. en espoir. Ok, d'accord, jouer pour la France, jouer pour l'Algérie. La France est éliminée de l'Euro, les moins de 23. Donc, eux, ils parlent d'une éventuelle convocation. Lui a dit non, carrément non. Il a dit via son père, c'est pas Fekir qui dit, c'est son père. J'ai parlé à mon fils, c'est mon fils, j'aime l'Algérie, je suis né en Algérie, j'aimerais que mon fils porte le maillot de l'Algérie. Mais Fekir veut se concentrer sur son club. C'est de la démagogie, ça. C'est pas de la démagogie. Parce que s'il y avait l'euro, il irait à l'euro. Une baisse de forme à Mais Lyon. on ne le condamne pas. On ne condamne pas les propos, le joueur. On condamne, personnellement, je trouve un peu moche les propos du papa. C'est tout. Si c'est son mentor, c'est son manager, à la limite, il peut se prononcer. Maintenant, son père parle maintenant, il parle maintenant, il تهضر منا اختو تهضر منا. Non, il a dit Mano. Mano, exactement. Non, je ne condamne pas le joueur. Si le joueur veut venir, il a encore le temps de venir parce qu'il a été sélectionné qu'en espoir. Alors, on va terminer. Compte tenu de la décision de Bahamas, de la FIFA, Jamal il peut venir. Rachdi, s'il vous plaît. Il nous reste deux questions seulement avant la fin de l'émission. Vas-y, encore. Celle... Non, alors celui-là, j'espère que je n'ai pas écorché son nom. Messoussi, qui dit salam. Merci pour le travail, belle émission, merci, il vous remercie tous. Voilà. Équipe nationale, pas de doublure pour Brahimi, ou bien son niveau est trop élevé. Est-ce que Riyad Boudbouz peut le remplacer d'après vous, messieurs les spécialistes? Et enfin, les amoureux des Verts, Mourad Marni nous manque beaucoup, il manque à cette équipe. Vraiment une grande perte à la relance avec Lassène, il a un brin de nostalgie. La relance avec Lassène, c'est le vrai spectacle. Et puis il y en a un autre qui lui répond juste derrière, qui s'appelle Abdel Mohamed, je crois. Pourquoi Zidane, est-ce qu'il a une doublure? En fait, il répond au fait qu'un très grand joueur n'a pas de doublure. Messieurs, alors on va commencer par Brahimi. Est-ce qu'on a une doublure pour Brahimi? Est-ce qu'on a besoin d'une doublure pour Brahimi? Il y a d'autres joueurs qui peuvent être à la place de Brahimi. Rolly peut peut-être tenir le même rôle. Doublure, il y a dans le groupe, il y a des éléments qui peuvent. Par exemple. Je pense que doublure, on doit avoir une doublure parce que les cas de blessure peuvent arriver. La suspension, bien que le type n'est pas très enclin à faire des actes d'anti-jeu pour être suspendu, mais les blessures, oui.
Imaginez l'équipe nationale maintenant sans Brahimi. On a eu une petite idée contre le Mali. Hein, donc il n'y a pas cette créativité, ces échanges de balles, cette percussion qu'on trouve avec Brahimi. Maintenant, effectivement, si on peut trouver un autre Brahimi, oui, c'est encore mieux. Maintenant, il existe. Maintenant, il y a un bout de bout. C'est Jabou, tu veux parler de Jabou. Bien sûr, c'est Jabou. À la belle, Jabou, pour Gourcuff, Jabou n'a pas la forme. Oui, mais tout le monde dit ça. Mais il faut le prendre comment dire, il faut le prendre maintenant. Il ne faut pas faire comme on a fait au mondial. On l'a laissé sur la touche pendant X temps. Après au mondial, brusquement, ça y est, il est bon, on le fait jouer. Il faut le faire travailler. Moi, je le connais bien. C'est un joueur avec qui il faut énormément parler, à qui il faut donner un travail spécifique, même seul. Et s'il sent qu'il intéresse réellement l'entraîneur et qu'il a des possibilités de jouer, il va faire l'effort de maintenir sa forme sportive. Moi, j'aimerais poser une question à Nordine en tant qu'entraîneur. J'aimerais poser une question à Nordine. C'est vrai que Djabou pourrait remplacer Brahimi, mais est-ce que les deux sont de la même combativité sur le terrain? C'est une question un peu, je ne sais pas comment. L'équipe nationale a bien fonctionné sans Brahimi. Écoutez, avant, on a reproché à M. Halilhodžić de ne pas souvent le faire jouer. Mais il a trouvé la solution. Il avait d'autres joueurs, il y a Frouili, il y a d'autres joueurs qui peuvent remplacer. C'est parce que ce téléspectateur n'a deux yeux que pour Brahimi. C'est vrai qu'il est charmant dans le jeu, séduisant. Ouais, alors, Boudbouz, l'énigme de Boudbouz. Mais il ne joue pas dans le même registre. C'est pas dans le même registre. On dit que Boudbouz, son problème n'est pas sur le terrain. Oui, c'est un problème de confiance. C'est une réalité. Il a un problème de comportement. C'est un joueur un petit peu difficile à gérer. L'hygiène de vie. Hein, non, je pense pas que... Enfin, c'est des indiscrétions de l'intérieur de l'équipe. Hein. Et même de l'ancienne équipe. Hein, je parle de l'ancien staff de Saden notamment. Il n'a pas été utilisé. Son histoire de chicha. Arrêtez, non, je parle d'avant, même avant cette histoire. Non, il faut dire que... C'est un joueur qui a du talent. Par rapport à ces joueurs qu'il y a maintenant, il a perdu un peu il a perdu des points, c'est clair. Et il y a mieux que lui. Même lui, il le reconnaît. Et maintenant, il ne faut pas lui chercher des poux dans la tête. Il a fait un bon match hier, en tous les cas. Il fait souvent de bons matchs. Moi, je dirais en parlant de Boudbouz que Balotelli a fait pire. Et Boudbouz, il est en manque de confiance. Voilà, il faut juste le booster et il va retourner à son réel niveau. Avec son club, déjà, il ne joue pas tous les matchs. Alors, ce soir, exceptionnellement, puisque vous avez... Messieurs, s'il vous plaît, silence sur le plateau. Mohamed Aberkan, merci, puisqu'on n'a pas débordé. On a une question extra time. On a de la chance ce soir. Un petit commentaire, et moi, je ne l'ai pas entendu du tout, ce commentaire. Votre avis sur le Mali-Algérie, le dernier match, qui ne nous a pas permis de faire un sans faute. Votre analyse de cette défaite programmée, défaite par stratégie, turnover, comment vous expliquez ça? Il y a eu des changements. Moi, j'étais surpris déjà à certains positionnements de poste. Un Mesbah, par exemple, qui je ne voyais pas ce qu'il faisait là. Kadamoro aussi. Kadamoro aussi, oui. Je dirais qu'on s'attendait à un changement peut-être au niveau de gardien de but pour voir réellement les capacités de Doha. Mais il a changé Doha. Il a mis Doha. Oui, il a mis Doha. À part ça, mais il y a d'autres changements que moi, personnellement, j'étais surpris. Avant de passer à la rédac, Rouné va s'approcher un petit peu de ton crâne qui brille pour viser le coach, Nordine Saadi. On a vu le dernier match à l'extérieur face au Mali. Ce n'est pas du tout la même équipe. Il y avait quoi dans la tête de Gourcuff? Moi, je suis contre cette question. Tu rejoins exactement ce que je déteste. Je suis journaliste et vous choisirez pas mes questions. Non, ça veut dire que tu rejoins l'état d'esprit néfaste des journalistes qui règne chez les dirigeants de football, et notamment de football algérien. Ça veut dire que dans le football, on met une barrière à tout ce qui est échec. Je regrette infiniment. Il faut la culture de la gagne. Il faut aussi admettre l'échec, surtout quand on a des points d'avance. Là, maintenant, on a, je ne sais pas, 5 points sur le deuxième. Et on fait du chichi. Mais ce n'est pas normal. Non, on a perdu. Nordine, tu n'as pas compris ma question. Je dis, il a changé l'équipe, il a introduit des nouveaux joueurs. Quelle
analyse qu'est-ce qu'il a tiré de ce match. Je ne parle pas du résultat. Qu'est-ce que ce match lui a appris et qu'est-ce que tu as appris de ce match? Moi, je pense que le turnover n'a pas été fait aussi large. Parce que quelqu'un qui a gagné, qui a 6 points d'avance, moi, sincèrement, j'aurais préféré qu'il Moi, je pense que tu as encore des reproches. Il y a des joueurs que tu aurais voulu faire jouer. Écoutez, Bounja, par exemple, bien sûr, moi je l'aurais fait jouer. Et j'aurais évité une blessure à Slimani, mais aussi voir ce joueur qui a énormément envie, à tel point qu'il a fait, il a, comment dirais-je, fait de la précipitation lors du dernier match à Blida. Et il a moins de pression à l'extérieur. Non, il méritait d'être vu. On l'a ramené pour être vu. Donc, mais l'entraîneur avait le droit de faire ce qu'il voulait du fait qu'il avait beaucoup de points d'avance. Satisfaction, pas de blessure en tout cas. Voilà. Moi, je pense que ce qu'il faut tirer, il faut tirer des enseignements d'une victoire et d'une défaite. Gourcuff a fait des changements. Il a dit qu'il assumait même une grande part de responsabilité dans la défaite. Sauf l'humilité. Hein, il n'a pas mis ça sous le compte des joueurs. Par contre, il a dit une chose. Il a dit que certains joueurs se plaignent quand ils ne jouent pas. Mais maintenant, il faisait allusion à certains joueurs qu'il a intégrés dans cette équipe et qui n'ont pas donné satisfaction. En fait, il voulait leur montrer que le patron, c'est lui et pas eux? Oui, en quelque sorte. Mais c'est-à-dire que lui-même sait pertinemment que les changements, notamment de Kadamuro et de Msbah, n'étaient pas, honnêtement, dans la vision réelle. Un Kadamuro est plus rentable en stopper ou en libéraux qu'au milieu du terrain. Medjani, qui a l'habitude de jouer ce rôle de sentinelle, aurait pu s'en tirer davantage. Mais l'animation aussi a fait défaut. On a vu que sans Brahimi, l'équipe risquait d'avoir de gros soucis. Voilà. Et surtout quand il y a un Keita au milieu. Non, je ne pense pas Keita. Je pense qu'ils ont joué trop physique. L'équipe a été diminuée par l'arbitrage un petit peu très partiel. Et ils ont eu peur. Je pense, Riyad, aussi que ce turnover aurait peut-être permis à Christian Gourcuff d'arrêter la liste finale pour la CAN. Voilà. Rafik, rapidement, c'est la fin. Il Oui, reste 2 minutes. j'ai dit, il ne faut pas oublier que cette équipe malienne aussi nous a posé des problèmes à match aller. Hein. On a peut-être joué le plus mauvais match avant ce dernier. Le plus mauvais match de l'ère Gourcuff, c'était contre le Mali à En fait, les matchs les plus compliqués, c'était contre la vraie équipe de ce groupe. Oui, c'est la vraie équipe. Maintenant, il aurait pu jouer l'équipe type, enflammer un petit peu le match. Jouer le nul. Qu'est-ce qu'on aurait gagné? Qu'est-ce qu'on aurait gagné de plus? C'est-à-dire faire le plein en points. Qu'est-ce qu'il aurait pu nous... C'est bien aussi, c'est le plan psychologique. C'est quoi? Ni ça va te donner une meilleure place dans le chapeau. Il dit au chanteur là qui c'est à la sita ou là, je sais pas quoi. C'est important. Sur cette pensée philosophique de Nordin Saadi qui n'arrête pas de perturber nos caméramans, Rouné ne sait plus à quoi s'en tenir. J'espère qu'il a encore un peu de batterie pour la fin, hein, n'est-ce pas? Rouné, merci à tous. Merci à vous d'avoir été avec nous pendant cette heure. N'oubliez pas tous vos commentaires et vos préoccupations, vos critiques même sur la page Foot de Facebook que vous pourrez lire en bas de l'écran. Merci de votre fidélité. Merci à tous. Merci, messieurs. On est à l'heure. Il n'y a pas de problème. Et on se retrouve, promis, la semaine prochaine, même heure, même plateau, même chaîne, pour un autre numéro de Face Foot. Bonsoir.